Ben, il me taquinait, il me disait des gros mots et tout. Bon. Il est rentré, je sais pas, il a commencé à me taper, après il a pris beaucoup de ses copains, ils étaient 5 contre moi pour me taper. Quand je sais que je me suis fait embêter la veille, donc j'ai pas envie d'y aller, j'ai mal au ventre, je reste couché au lit, je fais spray. Et j'ai pas voulu y aller au collège parce que s'il aurait su que j'aurais dit, je me serais fait taper et j'ai pas envie de me faire taper. Une série de petites actions malveillantes et répétées qui, en s'accumulant, vont rendre la vie quotidienne d'un élève totalement insupportable. Voilà ce que, dans les pays anglo-saxons, on nomme le school bullying et que l'on désigne en France sous le terme de harcèlement entre pairs. C'est à un chercheur norvégien, le professeur Dan Olveus de l'université de Bergen, que l'on doit d'avoir mis en évidence dès les années 1970 cette forme particulière de violence entre élèves. C'était tous les jours, c'était absolument tous les jours, quoi. Des insultes, des menaces. On me tapait, on me donnait des coups dans le coin de la cour, dans les couloirs. Et ça a duré 3 ans. C'était affreux, c'était l'enfer. Le school bullying peut être défini comme une violence à long terme, physique ou psychologique, perpétrée par un ou plusieurs agresseurs à l'encontre d'un individu qui est dans l'incapacité de se défendre dans ce contexte précis. Il peut prendre des formes très diverses, des moqueries, l'attribution d'un surnom, des rumeurs, une façon d'isoler une personne du groupe, mais aussi des insultes, des menaces ou même des coups. Lorsque l'on dissèque la dynamique du harcèlement, on se rend compte qu'elle prend naissance sur des faits qui sont généralement anodins. Considérés isolément, l'agression, que ce soit le surnom, le lit renversé à l'internat ou le petit coup de pied entre guillemets amical donné à l'intercours, cette agression est insignifiante et on ne la remarque pas. Par contre, lorsqu'elle est répétée au point de rythmer le quotidien de l'élève à l'école, de l'élève victime à l'école, elle devient absolument insupportable. Quelles que soient ses formes, le harcèlement entre élèves réunit toujours les 3 mêmes composantes. Il s'agit d'une agression à long terme à caractère répétitif. Il révèle une disproportion des forces entre l'agresseur et sa victime, celle-ci ayant des difficultés à se défendre. L'agresseur a l'intention délibérée de nuire, même si la plupart du temps, il prétextera qu'il s'agit simplement d'un jeu. Quand j'essayais de participer en classe, que je levais la main, c'est dans mon dos, derrière, mais mets ta gueule, sale pute, enfin bon, j'avais plus de liberté. Et il nous a pourri la vie. Quel genre ? Il a raconté des choses, n'importe quoi sur Anaïs. Et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, il a beaucoup d'amis, auprès de ses copains, il raconte n'importe quoi. Et après, quand on passe, il rigole. Le harcèlement nécessite un public. Les rieurs, les moqueurs, ceux qui, selon l'attitude qu'ils vont adopter, renforceront ou au contraire atténueront les effets du harcèlement. Il s'agit donc d'une relation triangulaire qui réunit autour de ce public un ou des harceleurs et leurs victimes. Certains auteurs soutiennent qu'il existe un véritable profil de l'élève harceleur et que l'on retrouve chez la plupart d'entre eux certaines caractéristiques communes. Leur point commun, c'est une absence d'empathie, c'est-à-dire ce sentiment qui fait que l'on se met à la place de l'autre et que l'on répugne à le faire souffrir. Le harceleur très souvent ignore la culpabilité. Ce n'est jamais de sa faute. Insensible à la souffrance d'autrui,
le harceleur possède en outre un fort charisme qui le rend populaire auprès de ses camarades. Il est souvent drôle et sait s'emparer des petits défauts des autres pour les tourner en dérision. Intelligent, il sait comment faire pour que ses méfaits soient cachés aux yeux des adultes, mais très visibles pour les autres élèves. Sinon c'est pas drôle, il faut faire rire le monde quand même, sinon c'est pas drôle. Les adultes ne la voient pas. C'est seuls les lycéens ou collégiens ou autres, enfin seuls les élèves d'une classe le remarquent. En ce qui concerne la victime, il est plus difficile de décrire un profil type. Tout au plus, note-t-on une petite différence, une certaine faiblesse, une difficulté à se défendre à un moment donné. Pourquoi devient-on victime? On ne sait pas exactement parce qu'on pense qu'il n'y a pas de profil type de la victime. On peut être harcelé soit parce qu'on est trop petit, ou à l'inverse parce qu'on est trop grand. On peut être harcelé parce qu'on est trop chétif, ou alors un peu fort. On peut être harcelé parce qu'on est bon élève en classe ou qu'on est mauvais élève. On a cependant l'impression que le harceleur s'est forgé une image très personnelle de ce que doit être le jeune, de ce que doit être l'adolescent, et qu'il ne supporte pas que ses camarades s'en éloignent. Mon père il rentre tard et quand il voit la lumière allumée, il demande ce que j'ai. Mais... Qu'est-ce que tu lui réponds à ce moment-là? Je lui dis, j'arrive pas à dormir, je vais lire un peu, je vais faire mes devoirs, et voilà. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Je sais pas, j'ai peur. T'as peur de quoi? De me faire fâcher, je sais pas. Très souvent, les harceleurs soutiendront que ce qu'ils font n'est rien d'autre qu'un jeu. Mais ce jeu peut avoir de redoutables conséquences. Un rapport remis au ministre de l'Éducation nationale mentionne les phénomènes de harcèlement comme l'une des causes de l'absentéisme et du décrochage scolaire. Ma mère me disait mais qu'est-ce que c'est que ces résultats? Tu fais plus rien. Je lui disais ouais que je travaillais pas, mais en fait je lui cachais toute la vérité. C'est surtout parce que j'en avais marre de me faire taper à cause des insultes. Je faisais plus rien parce qu'on me rendait vraiment la vie impossible. L'élève harcelé perd progressivement toute estime de soi. Il n'est pas rare que son goût au travail diminue, que ses résultats scolaires baissent et qu'il développe diverses stratégies pour éviter ses agresseurs. Des fois, quand je sais que je me suis fait embêter la veille, j'ai pas envie d'y aller, j'ai mal au ventre, je reste couché au lit, je fais exprès. L'élève qui souffre se replie sur lui-même. Il s'enferme dans un silence qui augmente encore sa souffrance. Inévitablement, cela a des conséquences sur sa scolarité, mais aussi sur son état de santé. Perte du sommeil, maux de ventre, anxiété. Les chercheurs britanniques estiment que chaque année, une quinzaine de cas de suicide d'adolescents ont pour cause directe des faits de harcèlement. Insupportable pour la victime, le harcèlement n'est pas sans conséquences pour l'ensemble de la communauté scolaire. En effet, on peut se demander ce que la présence du harcèlement dans un établissement scolaire peut apprendre aux élèves. Le harcèlement enseigne aux élèves la loi du plus fort, la loi du silence et aussi la non-assistance à personne en danger. C'est l'exact contraire d'une éducation à la citoyenneté. Mais le harcèlement n'est pas facile à détecter, et une fois détecté, il est difficile de l'enrayer. On le verra s'interrompre un moment pour reprendre de plus belle d'une autre manière. Lorsque le harcèlement est découvert, l'école n'a pas d'autre possibilité que de sanctionner l'agresseur. Or, cette sanction, si elle intervient trop tard ou si elle n'est pas bien expliquée, peut contribuer à renforcer le harcèlement, simplement parce qu'elle est jugée disproportionnée ou injuste, soit par l'agresseur ou par l'ensemble de la classe. En fait, j'avais très peur des représailles, quoi. Si j'en parlais, ça aurait été pire. Enfin, peut-être que ça serait calmé un moment, mais après, ça serait reparti de plus belle. Parce qu'ils m'auraient accusé de les avoir dénoncés, donc ça aurait rajouté des coups en plus. Ça aurait été pire. Comment le combattre? Par quels moyens le prévenir?
Certains lycées et collèges ont décidé de faire de la prévention du harcèlement l'un des axes principaux de leur projet d'établissement. Il faut consacrer le respect comme la valeur essentielle, la valeur centrale de la politique de l'établissement. Si ce préalable n'est pas rempli, il va de soi qu'on ne pourra jamais prétendre se battre contre le harcèlement. Il faut aussi mettre en place un dispositif de soutien des victimes et des sanctions en ce qui concerne les harceleurs. Ce qu'il convient de faire, c'est d'abord et avant tout réconforter la victime. Quand une victime vient se signaler, soit qu'on l'ait trouvée, soit qu'elle se signale elle-même, généralement elle est blessée au plus profond d'elle-même. Le harcèlement a fonctionné, a marché. Et donc cette personne a subi une atteinte grave. Donc il faut d'abord et avant tout, bien sûr, la réconforter et la mettre en sécurité. Il faut d'abord expliquer à l'auteur en quoi les actes qu'il a commis sont constitutifs du délit de harcèlement. La cible, la répétition des faits, la nature des faits. Il faut ensuite expliquer en quoi les faits de harcèlement sont gravissimes pour la victime, et donc étant gravissimes, il faut donc expliquer à l'auteur qu'il s'est exposé à une sanction lourde qui ne peut être qu'une mesure d'exclusion temporaire. Pour lutter contre le harcèlement, il faut se donner les moyens de le détecter. Il faut soutenir les victimes et sanctionner les responsables. Mais il faut aussi, afin de le prévenir, assurer la formation des élèves. Si la victime, elle se replie sur elle-même et elle dit rien, elle dit pas bon arrêtez, et elle lance pas un appel aux autres, on peut pas l'aider. Dans un phénomène de harcèlement, le rôle du public est absolument déterminant. Parmi les témoins, on trouvera naturellement un petit nombre d'élèves qui vont renforcer le harcèlement en riant, en se moquant de la victime. Mais on trouvera aussi la très grande masse de tous ceux qui ne savent pas quoi faire et qui assistent à tout cela très mal à l'aise. C'est cela qu'il faut former. Face au harcèlement, la réponse la plus efficace est la formation des élèves. Les élèves qui sont encadrés par des formateurs adultes sont amenés à débattre et à prendre position. Puis, en s'appuyant sur leurs commentaires, on explique et on dissèque le mécanisme du harcèlement. Alors bien sûr, la formation doit s'adresser en priorité aux délégués de classe, parce qu'un délégué formé est capable de deux choses. Est capable, premièrement, de désamorcer une situation de harcèlement naissante en s'interposant de manière informelle entre ses camarades, soit, s'il ne peut pas s'interposer, pour différentes raisons, il peut signaler rapidement à des adultes compétents l'émergence du problème. Et en faisant cela, il rend service à l'ensemble de ses camarades, puisque plus nous intervenons tôt, plus nous pouvons le faire sans avoir besoin d'avoir recours à la sanction. Un dispositif original de formation des élèves a été mis en place. Des lycéens volontaires ont constitué un groupe de réflexion qui, régulièrement, étudie des situations de harcèlement. Encadrés par des personnels d'enseignement et d'éducation, ils examinent, à partir d'études de cas, les différentes formes que peut prendre le harcèlement, les profils de victimes et de harceleurs et les différentes stratégies d'intervention. Une fois formés, ces lycéens participent eux-mêmes à la formation d'autres élèves. Au tout début, on a discuté justement de différents cas qu'on avait pu repérer au sein de notre établissement ou dans nos classes. Et puis ensuite, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour améliorer les situations, pour ouvrir les yeux aux adultes justement qui ne voient pas ce qui se passe réellement. La deuxième démarche de sensibilisation consiste à mettre en place dans les établissements des groupes de réflexion encadrés par les adultes. Étant devenus eux-mêmes ensuite des experts, ces élèves du groupe peuvent à leur tour former d'autres élèves dans d'autres établissements. De collégien à lycéen, ça fait comme une relation un peu entre frères et sœurs. On va plus facilement se confier à son frère ou sa sœur qu'à son père ou sa mère. Pourquoi ? Parce qu'on se sent plus proche, dans la moyenne d'âge, donc mieux compris. Depuis le groupe de travail et l'intervention des délégués, le travail entre délégués, lycée et collège, l'ambiance s'est quand même considérablement, on pourrait dire, apaisée et que les choses ont changé. De la classe à l'établissement, de l'établissement à l'académie, les élus lycéens se sont emparés du problème du harcèlement.
Au conseil académique de la vie lycéenne, les délégués rendent compte de leur travail. Estelle a participé dans son lycée à un groupe de réflexion sur le harcèlement. À plusieurs reprises, elle est intervenue dans des stages de formation en direction d'élèves de collège. Élue au Conseil national de la vie lycéenne, elle œuvre au sein de cette instance pour faire avancer des propositions afin que cesse le harcèlement.